Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en ce moment en train de lire un roman d'Honoré de Balzac, La femme de 30 ans. Alors cette histoire raconte le cheminement de la vie d'une femme à partir de 15 ans jusqu'à ses 50 ans. Et Balzac, il dépeint la souffrance de cette jeune femme, Julie d'Aiglemont, dans sa vie conjugale. On vient juste de découvrir... alors qu'elle se confiait à sa tante, que cette jeune femme a très mal vécu ses premières nuits passées avec son mari, et ça l'a changé pour toujours. C'est un roman engagé de Balzac. Il se fait le défenseur des femmes. C'est pour ça que c'est un roman qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, puisque, hélas, les violences conjugales sont bien trop souvent, sont bien trop d'actualité, toujours, encore et toujours. Alors, ce récit s'appelle La femme de 30 ans, donc on pourrait s'attendre à ce que Balzac évoque, fasse une analyse psychologique de la femme à cet âge déterminé. Eh bien, pas du tout. Mais, mis à part quand même dans la partie centrale du roman, d'ailleurs, qui s'appelle À 30 ans, où là, il évoque la vie de cette femme à cet âge précis. Mais sinon, on suit donc la vie de cette femme et ses mésaventures dans sa vie amoureuse. C'est un extrait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un roman qui est classé dans les scènes de la vie privée de la comédie humaine. La comédie humaine qui est le titre sous lequel Balzac a rassemblé plus de 90 œuvres, des essais, des contes, des romans, des nouvelles, de genres tout à fait différents, réalistes, romantiques, philosophiques même. Et cette œuvre complète, donc, l'écriture s'est échelonnée entre 1829 et 1850. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y explore de façon systématique les rouages de la société de son époque, tous les groupes sociaux. Et son intention était vraiment de dépeindre une fresque complète de cette époque pour les générations futures. Voilà, comme pour une référence. Voilà. Donc, on continue Après avoir quelques informations sur ce livre, continuons notre lecture. Nous étions donc, comme je vous le disais, nous sommes dans la chambre avec la comtesse et la marquise. Et la marquise vient de lire la lettre que la comtesse d'Aiglemont avait écrite à une de ses amies d'enfance en lui avouant que le mariage la changerait à tout jamais, et lui parlant de cette expérience, de cette première nuit passée avec son mari Victor d'Aiglemont, qui était d'une grande violence. C'est parti. Le lendemain matin, au moment où la tante et la nièce s'embrassaient avec cette cordialité profonde et cet air d'intelligence qui prouve un progrès dans le sentiment, une cohésion plus parfaite entre deux âmes, elles entendirent le pas d'un cheval, tournèrent la tête en même temps et virent le jeune Anglais qui passait lentement, selon son habitude. Il paraissait avoir fait une certaine étude de la vie que menaient ces deux femmes solitaires et ne manquait jamais à se trouver à leur déjeuner ou à leur dîner. Son cheval ralentissait le pas sans avoir besoin d'être averti. Puis, pendant le temps qu'il mettait à franchir l'espace pris par les deux fenêtres de la salle à manger, Arthur y jetait un regard mélancolique, la plupart du temps dégainé par la princesse. Non, pardon, excusez-moi. Arthur y jetait un regard mélancolique, la plupart du temps dédaigné par la comtesse, qui n'y faisait aucune attention. Mais accoutumé à ces curiosités mesquines qui s'attachent aux plus petites choses afin d'animer la vie de province, et dont se garantissent difficilement les esprits supérieurs, la marquise s'amusait de l'amour timide et sérieux, si tacitement exprimé par l'anglais. Ces regards périodiques étaient devenus comme une habitude pour elle, et chaque jour, elle signalait le passage d'Arthur par de nouvelles plaisanteries. En se mettant à table, les deux femmes regardèrent simultanément l'insulaire. Les yeux de Julie et d'Arthur se rencontrèrent cette fois avec une telle précision de sentiment que la jeune femme rougit.
Aussitôt, l'Anglais pressa son cheval et partit au galop. « Mais, madame, dit Julie à sa tante, que faut-il faire ? Il doit être constant pour les gens qui voient passer cet Anglais que je suis. »« Oui, répondit la tante en l'interrompant. Eh bien, ne pourrais-je pas lui dire de ne pas se promener ainsi ? Ne serait-ce pas lui donner à penser qu'il est dangereux ? Et d'ailleurs, pouvez-vous empêcher un homme d'aller et venir où bon lui semble ? Demain, nous ne mangerons plus dans cette salle. Quand il ne nous y verra plus, le jeune gentilhomme discontinuera de vous aimer par la fenêtre. Voilà, ma chère enfant, comment se comporte une femme qui a l'usage du monde. Mais le malheur de Julie devait être complet. À peine les deux femmes se levaient-elles de table que le valet de chambre de Victor arriva soudain. Il venait de Bourges à Franc-Étrier, par des chemins détournés, et apportait à la comtesse une lettre de son mari. Victor, qui avait quitté l'empereur, annonçait à sa femme la chute du régime impérial, la prise de Paris et l'enthousiasme qui éclatait en faveur des Bourbons sur tous les points de la France. Mais ne sachant comment pénétrer jusqu'à Tours, il la priait de venir en toute hâte à Orléans, où il espérait se trouver avec des passeports pour elle. Ce valet de chambre, ancien militaire, devait accompagner Julie de Tours à Orléans, route que Victor croyait libre encore. « Madame, vous n'avez pas un instant à perdre, dit le valet de chambre. Les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais vont faire leur jonction à Blois ou à Orléans. » En quelques heures, la jeune femme fut prête et partit dans une vieille voiture de voyage que lui prêta sa tante. « Pourquoi ne viendrez-vous pas à Paris avec nous ?» dit-elle en embrassant sa tante. « Maintenant que les Bourbons se rétablissent, vous y trouveriez... » « Sans ce retour inespéré, j'y serais encore allée, ma pauvre petite, car mes conseils vous sont trop nécessaires, et à Victor et à vous. Aussi, vais-je faire toutes mes dispositions pour vous y rejoindre. » Julie partit, accompagnée de sa femme de chambre et du vieux militaire, qui galopait à côté de la chaise en veillant à la sécurité de sa maîtresse. À la nuit, en arrivant à un relais en avant de Blois, Julie, inquiète d'entendre une voiture qui marchait derrière la sienne et ne l'avait pas quittée depuis Amboise, se mit à la portière afin de voir quels étaient ses compagnons de voyage. Le clair de lune lui permit d'apercevoir Arthur, debout, à 3 pas d'elle, les yeux attachés sur sa chaise. Leurs regards se rencontrèrent. La comtesse se rejeta vivement au fond de sa voiture, mais avec un sentiment de peur qui la fit palpiter. Comme la plupart des jeunes femmes réellement innocentes et sans expérience, elle voyait une faute dans un amour involontairement inspiré à un homme. Elle ressentait une terreur instinctive qui lui donnait peut-être la conscience de sa faiblesse devant une si audacieuse agression. Une des plus fortes armes de l'homme est ce pouvoir terrible d'occuper de lui-même une femme dont l'imagination naturellement mobile s'effraie ou s'offense d'une poursuite. La comtesse se souvint du conseil de sa tante et résolut de rester pendant le voyage au fond de sa chaise de poste, sans en sortir. Mais à chaque relais, elle entendait l'Anglais qui se promenait autour des 2 voitures. Puis, sur la route, le bruit importun de sa calèche retentissait incessamment aux oreilles de Julie. La jeune femme pensa bientôt qu'une fois réunie à son mari, Victor saurait la défendre contre cette singulière persécution. Mais si ce jeune homme ne m'aimait pas cependant? Cette réflexion fut la dernière de toutes celles qu'elle fit. En arrivant à Orléans, sa chaise de poste fut arrêtée par les Prussiens, conduite dans la cour d'une auberge et gardée par des soldats. La résistance était impossible. Les étrangers expliquèrent aux 3 voyageurs par des signes impératifs qu'ils avaient reçu la consigne de ne laisser sortir personne de la voiture. La comtesse resta, pleurant pendant 2 heures environ, prisonnière au milieu des soldats qui fumaient et riaient, et parfois la regardaient avec une insolente curiosité. Mais enfin,
elle les vit s'écartant de la voiture avec une sorte de respect en entendant le bruit de plusieurs chevaux. Bientôt, une troupe d'officiers supérieurs étrangers, à la tête desquels était un général autrichien, entoura la chaise de poste. « Madame, lui dit le général, agréez nos excuses. Il y a eu une erreur. Vous pouvez continuer sans crainte votre voyage. Et voici un passeport qui vous évitera désormais toute espèce d'avanie. » La comtesse prit le papier en tremblant et balbutia de vagues paroles. Elle voyait près du général et en costume d'officier anglais, Arthur, à qui sans doute elle devait sa prompte délivrance. Tout à la fois joyeux et mélancolique, le jeune Anglais détourna la tête et n'osa regarder Julie qu'à la dérober. Grâce au passeport, Madame d'Aiglemont parvint à Paris, sans aventure fâcheuse. Elle y retrouva son mari, qui, délié de son serment de fidélité à l'empereur, avait reçu le plus flatteur accueil du comte d'Artois, nommé lieutenant général du royaume par son frère Louis XVIII. Victor eut dans les gardes du corps un grade éminent qui lui donna le rang de général. Cependant, au milieu des fêtes qui marquèrent le retour des Bourbons, un malheur bien profond et qui devait influer sur sa vie assaillit la pauvre Julie. Elle perdit la comtesse de Listomère-Landon. La vieille dame mourut de joie et d'une goutte remontée au cœur en revoyant à Tours le duc d'Angoulême. Ainsi, la personne à laquelle son âge donnait le droit d'éclairer Victor, la seule qui, par d'adroits conseils, pouvait rendre l'accord de la femme et du mari plus parfait, cette personne était morte. Julie sentit toute l'étendue de cette perte. Il n'y avait plus d'elle-même entre elle et son mari. Mais jeune et timide, elle devait préférer d'abord la souffrance à la plainte. La perfection même de son caractère s'opposait à ce qu'elle osât se soustraire à ses devoirs ou tenter de rechercher la cause de ses douleurs. Car les faire cesser eût été chose trop délicate. Julie aurait craint d'offenser sa pudeur de jeune fille. Un mot sur les destinées de Monsieur d'Aiglemont sous la Restauration. Ne se rencontre-t-il pas beaucoup d'hommes dont la nullité profonde est un secret pour la plupart des gens qui les connaissent? Un haut rang, une illustre naissance, d'importantes fonctions, un certain vernis de politesse, une grande réserve dans la conduite, où les prestiges de la fortune sont, pour eux, comme des gardes qui empêchent les critiques de pénétrer jusqu'à leur intime existence. Ces gens ressemblent aux rois, dont la véritable taille, le caractère et les mœurs ne peuvent jamais être ni bien connus, ni justement appréciés, parce qu'ils sont vus de trop loin ou de trop près. Ces personnages à mérite factice s'interrogent au lieu de parler, ont l'art de mettre les autres en scène pour éviter de poser devant eux. Puis, avec une heureuse adresse, ils tirent chacun par le fil de ses passions ou de ses intérêts et se jouent ainsi des hommes qui leur sont réellement supérieurs, en font des marionnettes et les croient petits pour les avoir rabaissés jusqu'à eux. Ils obtiennent alors le triomphe naturel d'une pensée mesquine, mais fixe, sur la mobilité des grandes pensées. Aussi, pour juger ces têtes vides et peser leurs valeurs négatives, l'observateur doit-il posséder un esprit plus subtil que supérieur, plus de patience que de portée dans la vue, plus de finesse et de tact que l'élévation et de grandeur dans les idées. Néanmoins, quelques habiletés que déploient ces usurpateurs en défendant leur côté faible, il leur est bien difficile de tromper leur femme, leur mère, leurs enfants ou l'ami de la maison. Mais ces personnes leur gardent presque toujours le secret sur une chose qui touche, en quelque sorte, à l'honneur commun. Et souvent, même elles les aident à en imposer au monde. Si grâce à ces conspirations domestiques, beaucoup de niais passent pour des hommes supérieurs, ils compensent le nombre d'hommes supérieurs qui passent pour des niais.
en sorte que l'état social a toujours la même masse de capacités apparentes. Songez maintenant au rôle que doit jouer une femme d'esprit et de sentiment en présence d'un mari de ce genre. N'apercevez-vous pas des existences pleines de douleur et de dévouement, dont rien ici-bas ne saurait récompenser certains cœurs pleins d'amour et de délicatesse? Qu'il se rencontre une femme forte en cette horrible situation. Elle en sort par un crime, comme fit Catherine II, néanmoins nommée la Grande. Mais comme toutes les femmes ne sont pas assises sur un trône, elles se vouent, pour la plupart, à des malheurs domestiques qui, pour être obscurs, n'en sont pas moins terribles. Celles qui cherchent ici-bas des consolations immédiates, à leurs maux, ne font souvent que changer de peine lorsqu'elles veulent rester fidèles à leurs devoirs, ou commettent des fautes si elles violent les lois au profit de leur plaisir. Ces réflexions sont toutes applicables à l'histoire secrète de Julie. Tant que Napoléon resta debout, le comte d'Aiglemont, colonel comme tant d'autres, bon officier d'ordonnance, excellent à remplir une mission dangereuse mais incapable d'un commandement de quelque importance, n'excita nulle envie, passa par un des braves que favorisait l'empereur et fut ce que les militaires nomment vulgairement un bon enfant. La Restauration, qui lui rendit le titre de marquis, ne le trouva pas ingrat. Il suivit les Bourbons à Gand. Cet acte de logique et de fidélité fit mentir l'horoscope que jadis tirait son beau-père en disant de son gendre qu'il resterait colonel. Au second retour, nommé lieutenant général et redevenu marquis, M. d'Aiglemont eut l'ambition d'arriver à la Prairie. Il adopta les maximes et la politique du conservateur, s'enveloppa d'une dissimulation qui ne cachait rien, devint grave, interrogateur, peu parleur et fut pris pour un homme profond. Retranché sans cesse dans les formes de politesse, muni de formules, retenant et prodiguant les phrases toutes faites qui se frappent régulièrement à Paris pour donner en petite monnaie aux sots le sens des grandes idées ou des faits, les gens du monde le réputèrent homme de goût et de savoir. Entêté dans ses opinions aristocratiques, il fut cité comme ayant un beau caractère. Si par hasard il devenait insouciant ou gai comme il l'était jadis, l'insignifiance et la niaiserie de ses propos avaient pour les autres des sous-entendus diplomatiques. Il ne dit que ce qu'il veut dire, pensaient de très honnêtes gens. Il était aussi bien servi par ses qualités que par ses défauts. Sa bravoure lui valait une haute réputation militaire que rien ne démentait parce qu'il n'avait jamais commandé en chef. Sa figure mâle et noble exprimait des pensées larges et sa physionomie n'était une imposture que pour sa femme. En entendant tout le monde rendre justice à ses talents postiches, le marquis d'Aiglemont finit par se persuader à lui-même qu'il était un de ces hommes les plus remarquables de la cour, où, grâce à ses dehors, il sut plaire, et où ses différentes valeurs furent acceptées sans protêt. Néanmoins, M. d'Aiglemont était modeste au logis. Il y sentait instinctivement la supériorité de sa femme, quelque jeune qu'elle fût. Et de ce respect involontaire naquit un pouvoir occulte que la marquise se trouva forcée d'accepter, malgré tous ses efforts pour en repousser le fardeau. Conseil de son mari, elle en dirigea les actions et la fortune. Cette influence contre nature fut pour elle une espèce d'humiliation et la source de bien des peines qu'elle ensevelissait dans son cœur. D'abord, son instinct si délicatement féminin lui disait qu'il est bien plus beau d'obéir à un homme de talent que de conduire un sot, et qu'une jeune épouse obligée de penser et d'agir en homme n'est ni femme ni homme, abdique toutes les grâces de son sexe en en perdant les malheurs et n'acquiert aucun des privilèges que nos lois ont remis aux plus forts. Son existence cachait une bien amère dérision.
N'était-elle pas obligée d'honorer une idole creuse, de protéger son protecteur? Pauvre être qui, pour salaire d'un dévouement continu, lui jetait l'amour égoïste des maris, ne voyait en elle que la femme, ne daignait ou ne savait pas, injure tout aussi profonde, s'inquiéter de ses plaisirs, ni d'où venait sa tristesse et son dépérissement. Je vous propose de vous arrêter là. J'étais ravie de vous accompagner ce soir grâce à cette lecture d'Honoré de Balzac, La femme de 30 ans. Nous finirons ce bouquin, cet ouvrage ensemble plus tard avec une autre lectrice. Je vous souhaite une très très belle nuit.